Nous enregistrons. D'accord. Bonjour. Bonjour. Nous sommes le 5 juin 2018 dans le bureau de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique à Vancouver. Je suis Maurice Guibard, le président de la SHFCB, et je reçois aujourd'hui Marie Dussault, l'une des fondatrices de La Boussole à Vancouver. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, nous allons passer un bout de temps à parler justement de vos origines, de vos liens à la communauté francophone. Et d'abord, un grand merci d'être là avec nous aujourd'hui. Et peut-être on pourrait commencer par, si vous pourriez nous donner vos origines. Donc, d'où venez-vous, comment vous êtes arrivé à Vancouver, etc. Ah, certainement, ça me fait plaisir d'être ici et de partager sur l'historique de la boussole. Alors moi, je suis de la région de l'Outaouais, native de l'Outaouais, c'était Hull à l'époque, Gatineau aujourd'hui. Et j'ai grandi entre deux cultures, un pont qui sépare le Québec et l'Ontario. Je suis d'une famille de 6 enfants, une bonne famille canadienne-française, comme on dit. Et puis, j'ai fait des études à l'Université d'Ottawa, donc une université bilingue. Alors, j'ai été très rapidement dans des réalités où on vit dans les deux langues. Mon premier emploi, toute jeune adolescente, c'était dans un des magasins d'Ottawa, où les francophones étaient souvent relégués au sol. Et puis, plus que les francophones achetaient à rabais, et tout ça, alors rapidement encore là, j'étais face à la réalité des francophones à l'extérieur du Québec. Et comment je suis arrivée à Vancouver? Ben, c'était à l'époque, j'ai rencontré mon mari à ce moment-là, puis c'est un Vancouverois, et puis moi, toujours prête pour l'aventure, ben, j'ai dit oui, pourquoi pas, Vancouver, c'est de toute beauté, alors je suis venue m'installer, et ça fait maintenant presque 30 ans que je vis ici à Vancouver. D'accord. Je suis travailleuse sociale de formation, et c'est comme ça que je me suis intéressée au Downtown Eastside en particulier. J'étais nouvelle, je cherchais du travail et puis je suis venue faire un tour comme beaucoup de francophones au centre culturel à la recherche d'activités, de contacts, voir qu'est-ce qui se passait. Et j'ai rencontré à ce moment-là la directrice de Réseau Femmes Colombie-Britannique, Martine Lévesque, qui est elle aussi travailleuse sociale, puisque je travaillais aussi au niveau des regroupements de femmes en Ontario à l'époque. Et de là est venue, elle m'a présenté à son conjoint qui était à ce moment-là avec Éducacentre et Normand Lévesque et qui travaillait, lui, en alphabétisation. Et d'une chose à l'autre, il m'a suggéré de travailler, de donner des cours d'anglais, en fait, à des francophones qui avaient identifié dans le Downtown Eastside, au centre Evelyn Saller Center, ça s'appelait à l'époque, ou le 44, comme c'est bien connu, sur la rue Alexander, où il avait identifié un petit bassin de francophones qui auraient bénéficié de cours d'alphabétisation, mais qui aussi auraient bénéficié d'avoir des cours d'anglais, puisque beaucoup de gens se retrouvaient à ne pas avoir de lit pour la nuit, ou avoir des difficultés, évidemment, à l'aide sociale, ou quoi que ce soit, puisqu'ils ne parlaient pas anglais. Alors j'ai dit oui, j'avais pas, à ce moment-là, je me cherchais un travail, je me suis dit, bon, ben, ça va me permettre de mieux connaître ces communautés-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon implication avec la clientèle du Downtown Eastside. Avez-vous eu affaire davantage avec Éducacentre à ce moment-là ou auparavant? Auparavant, non. C'était mon premier contact avec Éducacentre et c'était dans le cadre du projet d'alphabétisation. C'est comme ça que le travail a commencé. Et puis la boussole a été marrainée par Éducacentre pendant plusieurs années. C'était comme ça que ça a démarré. D'accord. Et donc là, vous vous êtes lié à la boussole ou à un groupe qui se formait pour devenir la boussole? Pas tout de suite. Le cours d'anglais a eu lieu. Justement, on a des photos là, de la graduation des premiers étudiants. Mais suite au cours d'anglais, on s'est dit, oui, c'est bien, mais c'est vraiment pas assez là, pour faire une différence dans la vie des gens. C'était une expérience pour les participants, c'était plaisant et j'espère qu'ils ont appris quand même, mais en bout de ligne, on s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas, puisque les gens qui arrivent puis qui cherchent des services dans le quartier, c'est souvent des gens qui ont des périodes difficiles dans la vie, qui justement ont des problèmes d'alphabétisation, qui vivent d'aide sociale. Alors, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on aille voir si vraiment, est-ce que ce petit bassin, c'est tout ce qu'il y a vraiment, et puis est-ce qu'il y a des services, on s'en doutait bien, il n'y avait pas grand-chose, mais on s'est dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe
au niveau des services dans le Downtown Eastside. Alors, c'est là, Normand a pu déboucher des fonds pour faire une recherche. Et puis à l'époque, on faisait beaucoup de recherche-action. Alors l'idée d'une recherche-action, c'était d'impliquer les gens qui sont du milieu et pour le développement de la recherche comme telle, le questionnaire, les buts, tout ça. Et puis aussi comme intervieweur, faire une formation, puis avoir des intervieweurs, pairs intervieweurs. Alors c'était quand même une grande entreprise, ce qui nous a permis de... Initialement, on a fait il y avait deux volets. Le premier volet... Avant de Oui. procéder avec Recherche-Action, je vous ramène en arrière un petit Oui. peu. Vous avez parlé d'un programme d'alphabétisation. Oui. Ça, c'est celui de formation en anglais? En c'est français. Ça? En français. Oui, pour les gens qui ont besoin de lire et écrire en français. En français. Des Oui. gens, des francophones qui étaient Oui. déjà là? Oui. D'accord. Oui. Et ces francophones-là étaient des Vancouverois ou des gens d'ailleurs? La plupart, d'ailleurs. La plupart d'ailleurs. Oui. Et ça se passait dans le Downtown Eastside de Vancouver. À ce moment-là, oui. Où exactement? Est-ce que ça se passait dans le centre Carnegie ou... C'était au centre Saller, Evelyn Saller, Et où est-il ce centre-là? sur la rue Alexander. Alexander. D'accord. Existe-t-il toujours, savez-vous? Oui. Oui. Et sa vocation, ce centre, c'est... C'est un centre communautaire géré par la ville de Vancouver. Et il y a une cafétéria où les gens peuvent avoir des repas à prix modique. Modique, oui. Ensuite, il y a toute une section où les gens ont accès à des loisirs, donc une table de poule, des cartes, des choses comme ça. Alors, les gens peuvent aller dans la journée. En fait, un des membres du comité fondateur, Jacques Massé, travaille là. C'était lui qui était responsable des bénévoles, je pense, au niveau des loisirs. Et puis l'autre, en fait, aussi, travaillait là, l'autre du groupe des quatre qui avaient démarré la boussole, Marcus, connu, son nom c'est Brian Roy, mais en fait, il était connu comme Marcus partout dans le Downtown Eastside. Marcus assurait la sécurité. D'accord. Alors, il y a aussi des douches, tout ça. Alors, c'était vraiment un endroit que tout le monde connaît dans le Downtown Eastside. N'importe qui arrive au Downtown Eastside et puis qui cherche quoi que ce soit est souvent envoyé au centre Evelyn Saller Center, connu comme le 44. Connu comme le 44. Oui. Est-ce que c'est son adresse? C'était son adresse. C'était son adresse, Juste 44 avant. Alexander. 44 Cordova. Cordova, d'accord. Oui, et puis quand ça a déménagé sur Alexander, les gens continuaient à Elle l'appeler l'appelait le 44. C'est un peu notre 16e. Oui, c'est ça. Et donc, Normand Lévesque était là aussi à ce moment-là? Non, Normand travaillait à partir de la maison de la francophonie. Les bureaux d'Éducacentre étaient ici, à la maison de la francophonie. Mais puisqu'il faisait beaucoup de travail d'outreach, alors il se retrouvait à aller ici et là, où les besoins étaient. D'accord. Normand Lévesque a travaillé aussi pour la ville, n'est-ce pas? Avec le bénévolat au niveau de la ville ou quelque chose. Est-ce que c'est cet homme que j'ai rencontré? Ça, c'est Jacques Massé. Ça, c'est Jacques Massé, d'accord. Oui, qui travaille encore, là, jusqu'à maintenant, oui. à la ville. D'accord. Oui. Et quel était son rôle, donc, à ce niveau-là, dans ce centre? Employé de la ville, et puis c'est ça, en charge des bénévoles. En charge des bénévoles oui, aussi. Au niveau des loisirs, je pense, plus spécifiquement. Et il travaillait pour trouver des bénévoles pour l'endroit où il travaillait là, carrément? Il travaillait là, et puis c'est ça, il trouvait des bénévoles qui étaient prêts à venir, puis probablement animer des activités pour les gens qui fréquentent le centre. Donc, Marie, il y avait vous, Marie Dussault, il y avait Jacques Massé, il y avait Marcus, donc Brian Roy, et vous avez parlé d'un quatrième. Normand Lévesque. Normand Lévesque, ah oui, bien sûr. Et rappelez-moi, qu'est-ce qu'il faisait là, lui? C'était le coordonnateur en alpha, pour Éducacentre. Et alpha, c'est quoi? Alphabétisation. Alphabétisation, d'accord. Oui. Merci, j'aime le terme. En alpha. D'accord, donc ça a duré pendant combien de temps, c'est à peu près, votre participation à l'alpha? Moi, c'était le cours d'anglais, donc c'était vraiment, combien de temps? De mars à avril 91. Alors, c'était presque cette période-là, quelques mois. Mais suite à ça, c'est ça qu'on a décidé, c'est là qu'on avait décidé qu'on devait faire plus. Et puis, on a créé un comité qui s'est appelé la Bande des Quatre. C'était nous quatre, en 91. Et puis, c'est cette bande de quatre qui a dit, bon, mais il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que ça engendrait, la création d'un groupe comme ça? Est-ce que c'était sur papier? C'était... Non, très informel. Très informel? Oui, oui. C'était vraiment notre désir de changer quelque chose. Puis,
Parce que quand même, il y a tellement des grands défis pour les gens qui sont dans le downtown East Side. Il y a toutes sortes de choses auxquelles ils sont confrontés. C'est de la survie. Alors là, en plus de ça, mettre la langue là-dedans. Et puis, comme beaucoup de francophones, qui sont dans le besoin ou non, qui viennent en Colombie-Britannique, ont l'impression qu'ils comprennent assez l'anglais pour se débrouiller, mais on sait que entre ce qu'on pense et puis dans la réalité, c'est autre chose. Alors, en arrivant ici, il y a beaucoup de gens qui avaient un grand choc parce qu'ils pensaient qu'ils se débrouilleraient suffisamment. Et puis aussi, il y a cette idée qu'on est dans un pays bilingue, alors les services gouvernementaux devaient probablement, dans leur idée, être offerts en français. Ce qui était à l'époque, oui, assez possible du côté du fédéral, comme la recherche d'emploi, mais tous les services sociaux provinciaux, non. Non. Alors, les gens n'avaient pas accès à quoi que ce soit et puis se retrouvaient, c'est ça, encore plus en difficulté puisqu'ils n'étaient pas capables d'accéder à quoi que ce soit, à moins d'amener quelqu'un pour les aider, mais ça, c'était un problème. Et vous aviez déjà perçu qu'il y avait suffisamment de francophones pour entamer un processus pour créer un service pour ces gens-là? C'est ce qu'on pensait. C'est ce qu'on pensait, puis ça nous avait été communiqué par les gens qui travaillaient dans les sites. Jacques Massé et Marcus, tous les deux au 44, au centre Evelyn Sadler, qui, eux, voyaient le nombre de francophones là, qui venaient. Ben, la côte ouest est attrayante, et puis surtout pour les gens qui, justement, des situations, font face à des situations très précaires. Alors, passer la nuit dans la rue à Vancouver, c'est plus facile que de faire ça à Montréal. Tout à fait. Alors, puis, des gens qui désiraient quitter. Il y a des gens comme ça qui se promènent beaucoup d'une ville à l'autre aussi. Alors, ça, c'était une partie de la population. D'autres qui venaient ici pour tenter leur chance, essayer de se trouver du travail peut-être dans le Okanagan, à faire de la cueillette de fruits. Ensuite, arrivé ici, il n'y avait plus de sous. Alors, l'été, il y avait beaucoup de ces jeunes-là aussi qui venaient puis qui se retrouvaient un petit peu dans le pétrin, là, parce que il n'y avait pas suffisamment de fonds, puis ils ne se rendaient pas compte à quel point ça pouvait être compliqué de se trouver du logement à Vancouver. Et puis, alors, ils se retrouvaient eux autres aussi un peu mal pris. Alors, il y avait aussi cette population-là, un peu plus itinérante, qui était là l'été. D'accord. Donc, le groupe des 4 s'établit. Oui. Ah oui, puis on est très enthousiaste parce qu'on sent qu'on peut faire quelque chose. Il y avait aussi dans le Downtown East Side à l'époque, parce que ça fait longtemps, là, ça parle de presque 27 ans, là, 30, oui. Alors, il y avait beaucoup de services, mais en même temps, la communauté s'était serrée, donc c'était possible de rencontrer beaucoup de monde et puis de pouvoir discuter. Alors, la première étape que le groupe a entrepris, c'était d'aller vérifier auprès des associations qui donnent les services. Aller voir, justement, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y avait suffisamment un bassin francophone? Bon, ben, Marcus et Jacques disaient oui, mais on a dit, bon, on va aller voir ailleurs, qu'est-ce que les gens pensent? Et on a fait le tour. Le premier volet de notre recherche, si on veut, c'était d'aller consulter. On avait quelques questions, puis on est allé parler aux principaux endroits, là où on savait que la population en général se présentait, comme le Centre Carnegie, entre autres, qui est la bibliothèque, et puis qui offrait des repas à prix modique, qui avait beaucoup de services. Il y avait DERA à l'époque, qui était l'association qui avait été démarrée par tout ce qui était autour du logement. Jim Green était longtemps avec DERA, alors c'était un organisme qui faisait beaucoup de revendications et puis qui faisait beaucoup d'aide et puis d'appui aux gens qui étaient dans des situations précaires. Alors, on a rencontré tous ces organismes-là, puis tout le monde nous disait, oui, il y a des francophones, non, on ne peut pas leur offrir quoi que ce soit. Ou bien on a peut-être quelqu'un qui parle français, mais ils sont ici une fois par semaine, ou c'est des bénévoles, ou quoi que ce soit. Mais tout le monde était bien d'accord qu'il y avait des francophones. Alors, suite à ça, on a décidé, bon ben oui, alors là, on va aller voir ce que les francophones veulent. Si nous, on peut faire quelque chose pour les aider à naviguer les services du Downtown East Side, pour les aider à avoir une meilleure qualité de vie, puis essayer de se sortir peut-être des difficultés auxquelles ils font face. D'accord. Donc, le processus de consultation qui a commencé en 91, donc, oui. Ça a duré pendant combien de temps? Ben, ça a été assez vite parce qu'on a fait le sondage, tout ça. Je regarde parce que des fois, les dates, hein, j'ai oublié. Mais c'était tout en 91. Alors, on a fait le cours en mars-avril 91. Ensuite, le groupe s'est constitué tout de suite après, en mai. Ensuite, pendant l'été, c'est là qu'on a rencontré les associations.
Et tout de suite après, on a développé notre questionnaire de recherche. C'était une très belle expérience parce qu'on a rencontré, on a formé des gens pour faire des entrevues face à face avec les francophones. Puis on s'est installé justement au 44. On avait des tables. On s'est promené aussi dans le quartier. On a rencontré des francophones. Dans le temps de le dire, cet été-là, on a rencontré, j'essaie de me souvenir, je pense que c'était au-delà de 150 personnes. Et tout le monde nous a dit qu'il voulait avoir un endroit où se rencontrer. La recherche n'est même pas finie, on n'a pas fini la rédaction, on a trouvé un local, puis on s'installe. Et alors tout ça, c'est arrivé entre mars 91 et puis décembre 91. Et où était le local? Le premier local était sur la rue Powell, au coin de Princess et Powell. Et le propriétaire du local était aussi propriétaire de Princess Rooms, qui était juste là. Et puis, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait donc? Il y avait... à l'époque, il y avait quand même... il y avait ce qu'on appelait le living room. Peut-être pas tout de suite, mais le living room, qui était aussi un organisme qui accueillait des personnes qui vivaient dans le Downtown Eastside. Et puis qui était spécifiquement pour des gens qui avaient des problèmes de santé mentale. C'était géré par un organisme peut-être de santé mentale, là, comme Vancouver Mental Health ou quelque chose. Je me souviens plus à l'époque, mais ça s'appelait The Living Room. Parce que ça, c'est une réalité des gens du Downtown Eastside. C'est qu'ils n'ont pas d'endroit où aller. On a des chambres souvent qui sont assez miteuses. Il y a du bruit, ça sent pas nécessairement bon. Il n'y a pas d'air qui circule. Alors, puis évidemment, peu de gens pouvaient manger. Des fois, il y avait un petit réchaud, mais il faut sortir pour manger, il faut sortir pour rencontrer des gens. Alors, le living room, c'était un très beau concept. L'idée que les gens peuvent venir et puis s'installer pour la journée, regarder la télé, socialiser. Et tout ce réseau informel, c'était super important. C'est ce qu'il y avait au 44. Les francophones se rencontraient au 44. Il y avait des tables pour eux pour aller jaser, mais aussi en même temps échanger, combien ça coûte pour telle chose, j'ai besoin de telle affaire, si j'ai besoin d'aller voir un médecin, ben va parler à tel. Alors tout ce réseau informel est vraiment important pour aider les gens. Alors nous, c'est ce qu'on voulait aussi. Alors quand on a fait notre questionnaire, on avait identifié toutes sortes de secteurs, justice, santé, éducation, pour voir quels seraient les besoins des gens par rapport à tout ça. Et puis tout le monde était bien d'accord, il y avait des gros besoins dans plusieurs secteurs. Puis on avait dit un local, un endroit de rencontre. Ben, je pense que c'était comme 99% des gens avaient dit qu'ils voulaient avoir ça. Alors ça, c'était très clair que tout ce réseau informel était vraiment important. Donc, simplement pour clarifier, le living room, ça faisait partie de votre établissement? Non, c'était juste à côté. Juste à côté, oui. D'accord. Alors, nous, on avait un local, et puis quand on a ouvert le local, le mot s'est passé rapidement, et puis voilà qu'en peu de temps, tout d'un coup, on a une table de cuisine avec des chaises qui arrivent, et puis nous, ben, on avait notre cuisine. C'est pour ça qu'on avait ri, parce que nous, ben, c'était canadien-français, c'est pas un salon, c'est la cuisine, c'est là que nous, on se rencontre. Alors, c'était parfait parce que le local était pas mal petit et puis c'était plus facile d'avoir une table. On a eu des chaises et tout ça, mais vraiment, leur local était beaucoup plus gros. Mais on n'était pas loin d'eux. Alors, c'était vraiment... on était presque à la fin là, de la grande concentration de tous les services du Downtown Eastside. Ça arrêtait pas mal dans ce coin-là. Il y avait... oui, le reste était plus vers l'ouest de là où on était. Et la cuisine, c'était que pour des francophones? Oui, en fait, on mettait, les gens qui venaient pouvaient venir, mais oui, quand souvent des non-francophones pouvaient rentrer puis dire « Ah, oh, je cherche telle chose », puis là, on répondait « Ben, on donne des services aux francophones. Ah, OK, je vais aller ailleurs. » Alors, puis s'il y avait des francophones qui avaient des amis ou des conjointes anglophones, c'est sûr que les gens pouvaient venir. Mais nous, on faisait du travail avec les francophones. Comment étiez-vous financé à ce moment-là? C'était des subventions là, d'Éducacentre, des petits montants parce que c'était pour payer le loyer. Mais à part de ça, tout le reste, c'était bénévole. Alors, il y avait le loyer, évidemment, puis j'avoue que je me souviens pas si ça comprenait le chauffage, probablement parce que c'était quand même tout un édifice, là. Mais le loyer et le téléphone, vraiment, c'est presque tout ce qu'on avait au début.
Et puis on a eu, c'était des dons, peut-être pas le téléphone, mais la ligne de téléphone, là, ça c'était payé. Mais à part de ça, on n'avait pas grand-chose. Alors, c'était des petits moyens. Ouais. Aucun salaire? Non, il n'y avait pas de. On était tous bénévoles. Tous bénévoles. Oui, oui. Moi, je travaillais à l'époque, après ça, là, évidemment, je me suis trouvé un emploi. Je travaillais à temps partiel, ce qui me donnait du temps, puis pas tellement loin de là, alors ce qui me donnait du temps pour, quand mon temps de travail était fini, m'aller à la boussole. La subvention, votre subvention venait d'Éducacentre. Est-ce que ça voulait dire que vous aviez un volet éducatif à votre service? Euh, non, au début, non. C'était plus, on faisait beaucoup plus d'accompagnement, puis de dépannage, là. C'était euh, d'informations, on donnait beaucoup d'informations. Alors, dans le cadre aussi, une autre chose qu'on avait faite à l'époque, c'était qu'on avait traduit ce qui s'appelait le petit bottin dans le Downtown Eastside. Alors, ben, nous, on l'a appelé le petit bottin. C'était un bottin de ressources. Là, on parle quand même, c'était avant Internet. Alors, on avait beaucoup de choses papier. Le Carnegie publiait ce bottin qui permettait aux gens de savoir où aller manger, combien ça coûtait, où aller chercher des vêtements, des services de douche, des services de loisirs, n'importe quoi, des services pour les gens qui avaient des enfants. Alors, c'était un bottin qui était mis à jour régulièrement par le Carnegie, parce que des fois, les services pouvaient changer, s'il y avait des frais ou quoi que ce soit. Alors, nous, on l'a traduit. On l'a traduit, mais en identifiant là où on avait pu trouver des francophones. Alors ça, c'est quelque chose qu'on utilisait, nous, comme outil de travail aussi. Alors, on avait des bénévoles à l'accueil qui, quand les gens venaient, puis disaient, bon, moi, je cherche telle chose, où est-ce que je peux aller pour telle information? Ben là, on lui montrait, cette personne-là, on pouvait lui montrer le bottin s'il voulait le garder. Et puis, on pouvait dire, bon, ben si tu veux manger, à telle heure, il y a telle chose, puis tel endroit. Il y a des endroits dans le Downtown Eastside où les gens, s'ils voulaient avoir un repas gratuit, devaient peut-être assister à une célébration religieuse avant ou des choses comme ça. Alors, ou de savoir que si on se présente à telle heure, il faut attendre tant de temps. Alors, c'était ce genre d'informations. Et puis, à l'époque aussi, beaucoup de gens se préoccupaient au niveau de la santé, où on pouvait aller pour avoir des tests pour la tuberculose, ou bien faire renouveler une prescription, ou comment aller à l'aide sociale, quel bureau utiliser. Alors, ça, c'est le genre d'informations qu'on pouvait donner aux gens qui venaient. Les cours d'alphabétisation en français Oui. existaient-ils toujours au 44? À cette époque, ils pouvaient venir ici à Éducacentre, où je sais que Normand était évidemment régulièrement à la boussole aussi. Alors peut-être qu'il y avait des rencontres individuelles, mais oui, les cours continuaient dans différents endroits, là, dépendant des besoins. Donc la cuisine. Oui. Est-ce qu'on l'appelait la cuisine ou est-ce que c'était déjà la boussole? Non, on ne savait pas comment l'appeler. On a fait un concours. On a invité tout le monde qui utilisait le local à soumettre un des noms. Et puis, on a eu beaucoup de soumissions. Oui, c'était intéressant là, de voir ce qui est venu. Mais on avait un petit comité qui a fait le choix. On n'a pas laissé ça au hasard. On a trouvé que la suggestion de la boussole, c'était excellent. Et puis, c'est comme ça que c'est venu. Alors, c'était un concours. Toujours avec l'idée, de la même façon avec la recherche-action, puis c'était vraiment dans l'idée toujours d'impliquer les gens de la communauté, puisque c'était leur centre. Donc, êtes-vous resté longtemps à Powell et Princess? Oui, quand même, pas mal d'années. Oui. Ça, faudra que retourner dans le temps. Ça va. Donc, il n'y avait pas de. On ressentait aucun besoin de changer d'endroit. Ça marchait pour vous. Les gens vous Oui. trouvaient. Ah oui, 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 c'était parfait, c'était pas cher. Et puis ce qui est arrivé, c'est qu'on a pu aussi agrandir. On avait un local avec une toilette, c'est tout ce qu'on avait. C'était pas justement pas tellement grand, mais au début ça convenait. Mais là, ça devenait de plus en plus occupé. Et puis, grâce à Éducacentre, on a réussi à avoir justement des subventions pour développer un programme de formation à l'emploi. Et puis, on a pu acheter des ordinateurs, on a pu justement publier
le journal de la boussole, ça faisait partie de ça. Alors, c'était de donner des outils. Que vous avez devant vous. Oui, justement. Alors, c'est ça qui était publié par les gens qui avaient été choisis, parce que là, le programme de préparation à l'emploi, il fallait appliquer, mais c'était pour les gens qui utilisaient les services de la boussole. Alors, il y avait le journal, il y avait aussi des activités sociales ou des activités de loisirs. Il y a une équipe de balles-molles francophone qui a été mise sur pied grâce à ça. Il y a eu des activités de sortie aussi. Je me souviens aussi que Radio-Canada avait fait un spécial à Maillardville, donc on avait pu avoir un peu de sous pour amener des gens de la boussole à participer à l'enregistrement du spécial. Alors, de ce genre d'activité pour aider les francophones à mieux s'intégrer autant dans la communauté francophone, mais aussi à participer à une vie sociale de la communauté du Downtown Eastside, comme la Balle-Molle, c'était avec le Downtown Eastside. D'accord. Parlez-moi de l'équipe qui créait justement ce journal-là. Oui, il y avait plusieurs personnes là, qui travaillaient là, pour la boussole. Je regarde les noms ici, ça me rappelle des souvenirs. Mais deux jeunes femmes qui fréquentaient la boussole, qui ont travaillé. C'était des jeunes qui venaient du Québec et puis pour l'aventure, tout ça, puis qui ont trouvé la boussole. Et puis quand on a fait l'affichage, il y avait Isabelle Lévesque et puis André de Repentigny qui s'occupait de l'infographie. Et puis, toutes les deux ont travaillé sur sur le premier projet. Puis ensuite, comme participante, et puis ce qui est intéressant, c'est que Isabelle a travaillé sur les cuisines collectives. C'est grâce à cette initiative-là qu'elle a pu travailler avec, surtout, c'était des femmes qui ont participé là, au niveau des cuisines collectives. Puis André et elle ont travaillé sur le premier journal. Mais les collaborations, c'était de tout le monde. Alors, il y a des textes, des poèmes, des réflexions, des dessins. Et puis, les gens étaient tellement prêts à contribuer. On se dit, des fois, dans ces genres de choses-là, on faut courir un peu après les gens pour qu'ils nous donnent leurs soumissions, leurs idées. Mais là, le fait qu'on était là, évidemment, sur place, et puis que ça donnait la chance à des gens qui sont très créatifs, qui n'avaient pas l'occasion de faire ces choses-là. On avait un poète résident qui lui a publié ses poèmes dans la boussole. Ensuite, d'autres, c'était des réflexions, c'est ça, beaucoup. Alors, c'était vraiment des belles contributions de tout le monde. Je regarde les noms, là, il y en a plusieurs, hein, une douzaine de personnes là, qui contribuaient. Fameux. Ouais. Donc, nous n'avons que 3 numéros du journal. On est heureux de les avoir. Donc, si jamais on a un auditeur qui aurait accès à d'autres numéros, on serait heureux de les retrouver, n'est-ce pas? Ah oui, c'est certain. Parce que c'est ça, il y a eu beaucoup de déménagements après ça, et puis des fois, les choses se perdent. Hein. Alors, moi, j'avais gardé certains numéros, puis oui, ça me fait plaisir de savoir qu'ils sont ici. Le journal était quoi? Hebdomadaire, mensuel? Je pense que c'était plutôt quand il y avait le temps, tout ça, je pense que c'était un petit peu... parce que ça prenait du temps à chaque fois, là, dépendant de qui est impliqué, mais c'était pas régulier. Et vous pensez si jamais on avait une collection entière, on finirait avec combien de... Ça a été publié sur combien d'années? À peu près une dizaine d'années, une douzaine? Oui, peut-être. Je sais qu'il y a eu des efforts. Ce qu'il y a, c'est que, comme beaucoup de choses, par contre, ce qui arrive, c'est quand les gens partent, on ne retrouve pas nécessairement les mêmes personnes. Et puis aussi, dépendant des financements. Alors, il y a peut-être eu d'autres publications, mais vraiment, je pense que ça a duré peut-être 5 ans en tout. Il y aurait peut-être une dizaine de numéros, puis il y a peut-être eu des efforts après. Mais là, moi, j'étais moins impliquée, donc, pour ce qui est de la production d'un journal, je ne sais pas. Il y avait peut-être des fiches, peut-être des pages d'information plus que le journal. Puis aussi le fait que l'Internet était plus présent, alors les gens ont plus d'informations en ligne. Alors peut-être qu'on lisait moins. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'endroit finalement? Vous avez déménagé? Oui. Ça s'en venait trop petit. Puis aussi, justement, le fait que on avait beaucoup plus de personnes qui venaient. Question aussi, on n'avait pas nécessairement au niveau de tout l'espace, là, si on voulait donner des cours, c'était bruyant.
Donc, on avait trouvé un autre local. On a déménagé sur Cordova. Et puis, c'était sur 2 étages. Alors, ça voulait dire qu'on pouvait vraiment avoir peut-être des classes sur un étage et puis avoir la réception, l'accueil, puis tout ça sur un autre étage. Vers où sur Cordova, vous vous rappelez? Euh, ben, juste en face du Woodward, en fait, du côté de. Oui. D'accord. Sous là où il y a le trottoir, là. Oui, couvert en Oui, arcade. oui, oui. L'ancien magasin de général de François-Xavier Martin. Ben, je sais pas, Tout à fait. Oui, Oui. sur 2 étages, on rentre, puis... Et voilà. Non. C'est un site historique francophone d'ailleurs, fameux. Parce qu'après, quand on est parti, c'était un salon de coiffure. Mais D'accord. ouais, quand on a déménagé là, c'était... ouais. Ah, C'est un petit monde, hein, on se retrouve. francophone, on ne le savait pas. Oui, puis c'était beaucoup mieux pour ça, justement, parce que c'était possible d'avoir des activités, comme je dis, et puis de pouvoir fermer la porte et puis travailler concentré et puis continuer à faire l'accueil, ce qui était très difficile. Alors, depuis le début, tout au début, la boussole, on fermait toujours le vendredi après-midi pour justement nous permettre d'être tout seul, de ne pas avoir d'interruption pour faire nos rapports, pour faire quoi que ce soit, là, faire des appels si c'était nécessaire, parce que la ligne de téléphone, au début, on n'en avait seulement qu'une. Alors, si nous, on avait besoin de faire des appels pour quoi que ce soit, ben, on le faisait sur la ligne de la boussole. Alors, ça aussi, c'était pas mal occupé. Alors, en déménageant, ça nous donnait un peu plus d'espace et puis l'occasion de faire plus pour mieux desservir la communauté. Éducation est encore impliquée. La boussole, à ce moment-là, n'est pas incorporée, mais en processus d'incorporation. Plus de choses à faire, plus de programmes, plus d'activités, ça veut dire plus de gens qui livrent ces programmes. Est-ce que vous avez un personnel à ce moment-là? Oui, à ce moment-là, on a un personnel. On continue, c'est souvent des projets. Alors, mais on a une direction générale ou coordonnateur, ou qu'importe comment on veut l'appeler à ce moment-là, parce que encore là, on essaye de ne pas avoir trop de barrières avec des titres, ou alors souvent c'est comme un coordonnateur ou comme pour la boussole. Mais quand on a déménagé, on a décidé je pense qu'on cherchait une direction, peut-être à ce moment-là, ou quelqu'un qui coordonnait les activités de la boussole. Et puis, il y a eu une des personnes qui utilisait les services de la boussole, qui a appliqué, et puis qui est devenue coordonnateur de la boussole. Qui serait cette personne? Vous vous rappelez du nom? Il faudrait que je retourne. D'accord, ça va. Oui, c'est beaucoup de monde, ça. Oui, bien avec sûr, le temps, bien hein? sûr. Oui, oui. Mario de son prénom. Son nom va me revenir. D'accord. Alors, Mario était coordonnateur pendant un bout de temps. Évidemment, ce que ça voulait dire, puisque c'est pas nécessairement quelqu'un qui avait fait ce genre de travail-là, c'est que ça voulait dire beaucoup de mentorat et puis beaucoup d'implication du conseil d'administration. Et encore là, dans le conseil d'administration, il y avait des gens... il y avait un infirmier de rue, entre autres francophone, qui était sur notre conseil d'administration, qui travaillait pour la Régie de la santé de Vancouver, c'était... oui, c'est ça, de Vancouver, qui a été longtemps sur notre conseil d'administration. Moi, j'ai été aussi impliquée longtemps. Il y avait Marcus qui continuait, Jacques qui continuait, mais on avait aussi d'autres usagers. On avait quelqu'un qui s'occupait de la comptabilité, qui avait fait ce genre de travail-là, mais qui maintenant vivait dans le downtown Eastside et puis qui utilisait nos services. Alors, l'expérience a été assez difficile, justement parce que c'était de donner quand même pas mal de responsabilités à une personne qui avait pas nécessairement géré des budgets ou fait des demandes de subventions, parce que ça fait partie de tout travail aussi. Mais en même temps, c'était de montrer ou de dire aux gens, quand c'est possible de prendre des défis et puis d'apprendre et puis d'être appuyé, parce que c'est ce qu'on voulait à la boussole. On voulait que les gens aient des occasions d'essayer des nouvelles choses ou d'apprendre des nouvelles choses. Alors, c'était quand même toute une expérience. Pendant combien de temps êtes-vous resté à cet endroit-là? Est-ce que ça a été quand même assez stable pendant un bout de temps? C'est resté pendant un petit bout de temps.
Mais moi, j'ai quitté. Alors, la boussole, à ce moment-là, déménagé. Pas tellement loin, encore sur Cordova, mais en fait, c'était juste un bloc à l'est, sur le même côté de la rue. Encore là pour plus grand. Et puis, j'avoue que je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le lieu convenait plus. Euh, il y a aussi le fait que parfois, quand il y a beaucoup de monde, c'est difficile et puis c'est difficile de savoir où sont les gens, puis qu'est-ce que les gens font. Alors, le local convenait peut-être plus en fonction des besoins à l'époque. Alors, on a ménagé un petit peu plus loin. Et peut-être aussi une autre chose, je pense que le local où la boussole a déménagé, c'était un local dans un édifice de la ville. Alors, des fois, peut-être il y avait d'autres services juste à côté. Et puis, il y avait des résidences pour les gens ça s'appelait, je pense, les chambres là, pour Blood Alley ou quelque chose. Alors, les gens ont déménagé, la boussole a déménagé. Puis là, moi, à ce moment-là, j'étais beaucoup moins impliquée. C'était Christine Soto qui avait pris la direction de la boussole. Alors, à ce moment-là, moi, professionnellement, j'avais besoin de donner plus de temps de ce côté-là. Et puis aussi, j'étais impliquée avec d'autres organisations francophones. Alors, ça faisait quand même longtemps aussi. Hein? C'est bon d'avoir du renouveau. Et puis, Tout à fait. ouais, alors moi, j'ai laissé à ce moment-là. Reprenons justement votre parcours professionnel, parce que pendant tout ça là, vous travaillez ailleurs en plus. Oui, oui. Alors, je travaillais pour une association qui s'appelait Volunteer Grandparents Society. Et c'était un organisme où on travaillait à faire du jumelage entre des familles qui n'avaient pas de grands-parents ici. Et puis des personnes, à l'époque, c'était 50 ans et plus, qui cherchaient une relation comme ça, de grands-parents avec des enfants. C'était l'idée, même chose que dans Grand frère, grande sœur, hein, c'est un peu cette idée-là. Le format a changé parce que la société a changé et puis l'association, je pense, ne fonctionne plus aujourd'hui. Mais j'ai travaillé longtemps pour eux. Mais aussi, je faisais du travail comme consultante dans la communauté francophone, beaucoup de développement, de la recherche, de la planification, tout ça. Et puis après ça, je suis retournée aux études faire ma maîtrise en politique publique. Ça, j'ai toujours adoré. C'est un milieu qui me convient. Puis, Où vous avez fait ça? ici, à SFU. SFU? Oui. Félicitations. Ah, merci, oui. Tout un défi, hein. Surtout faire de l'économie en anglais. Là, c'était la première fois parce que j'étais à l'Université d'Ottawa où, à l'époque, les cours étaient offerts en français, mais plusieurs de nos livres et puis tout ça, c'était en anglais à l'époque. Donc, la lecture, ça allait. Puis, évidemment, j'étais bilingue à ce moment-là, mais quand même, faire des études en anglais, c'était quelque chose. Mais j'ai vraiment aimé. Et puis, ça a permis de travailler. J'ai travaillé dans un centre de recherche, le Centre d'excellence pour la santé des femmes, qui est un centre de recherche justement sur les politiques en santé. C'est ce qui m'intéresse. Alors, j'ai eu la chance de faire ça. Et puis, tout dernièrement, là, mon dernier emploi était en santé mentale. D'accord. Alors, toujours très en lien avec ce que je fais depuis toujours. Santé mentale, évidemment, et puis le centre de recherche pour la santé des femmes, c'était au niveau justement de santé mentale aussi, et puis des dépendances. Beaucoup sur les dépendances au tabac, l'alcool, aux drogues. Alors, toujours des liens avec les clientèles avec lesquelles j'ai travaillé dans le Downtown Eastside aussi. Ce sont toutes des occupations, sont peut-être les grands-parents, je ne sais pas qui pourrait exercer un taux personnel sur la personne. Est-ce que vous avez ressenti des problèmes? Je veux dire, parce que c'était votre emploi et en plus votre bénévolat. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai changé quand même assez souvent de responsabilité ou de milieu. Alors, moi, ça m'a vraiment aidé à prendre une certaine distance. C'est sûr que quand on travaille comme à la boussole dans un milieu, qu'on travaille comme bénévole ou comme gestionnaire, il y a des défis de voir des fois des gens qui sont vraiment dans le besoin, qui ont des vies très difficiles et puis qui vivent aussi des situations de violence, que ce soit de la violence faite aux femmes ou des violences entre gens du milieu là, qui se connaissent quand même. Il y a beaucoup de choses qu'on voit. C'est certain que c'est difficile. Alors oui, faut avoir un équilibre.
Il faut avoir des gens autour de soi aussi avec qui partager qu'on vit. Mais moi, je pense que le fait que j'ai changé, puis aussi prendre mes distances, justement, après un bout de temps, même si j'ai toujours eu à cœur et je me sens toujours très proche de la boussole, mais de laisser à d'autres prendre les rênes et puis aussi de donner un nouveau souffle, une nouvelle direction, c'est important. Alors, ouais. Mais ça a toujours été très stimulant parce qu'on apprend énormément sur soi, puis on apprend beaucoup sur les autres, et puis c'est toujours été quelque chose qui me tient à cœur de, de, de contribuer là, au bien-être des gens, mais aussi de faire des changements sociaux. Et puis je pense aussi ce qui me motive, c'est de toujours essayer de voir un peu plus au-delà des difficultés des individus, de savoir qu'on travaille à améliorer la situation, à améliorer la société. Je veux dire, quand on s'implique en service social, j'ai fait beaucoup d'individuels, mais c'est vraiment quand je suis arrivée à Vancouver que j'ai eu l'opportunité, comme bénévole, de travailler au niveau du communautaire, ce que j'avoue que j'aurais peut-être pas eu l'occasion de faire à ce niveau-là aussi. Quand on est dans un milieu minoritaire et puis que tout est à faire, il ne faut pas avoir peur et puis aller de l'avant. C'est sûr que de prendre un local, quand on n'avait presque pas de sous, ben à l'époque, le local coûtait moins de 200 $. Alors, mais quand même, c'était beaucoup pour nous, là. Puis si on ne réussit pas, puis il y a eu des moments où, en fait, on se disait, ben, on va être obligé de fermer la boussole parce que là, on n'arrive pas à trouver de sous, tout ça. Ah, mais là, il y avait un tollé. Les gens qui utilisaient la boussole ils disaient, ben non, ça se peut pas, on peut pas. Puis là, on faisait des pressions. Puis il y avait de l'argent qui arrivait grâce beaucoup au soutien d'Éducation, il faut le dire, là, longtemps. Alors, euh, c'est très motivant. Alors, oui, c'est sûr que quand les gens, beaucoup de gens qui ont des grandes difficultés pour toutes sortes de raisons, des pépins, mais on a eu aussi des gens qui ont réussi. Et puis moi, j'ai eu la chance d'avoir énormément de témoignages de beaucoup de gens, des lettres, des mots, des témoignages verbaux euh, qui ont réussi. Alors ça, c'est ça qui nous aide aussi à continuer. C'est justement, c'est un preuve d'un succès de vos efforts. Que ça continue, oui, oui, certainement, oui. Puis que les gens, certaines personnes ont réussi. Puis même si les gens en vivent toujours dans les mêmes situations, moi je pense que les gens ont besoin d'être entendus, d'être écoutés, d'être respectés. Et à la boussole, ben, on était entre nous. À la boussole, les gens venaient. Pour beaucoup de gens, de venir, même ici au centre culturel, c'était traverser un pont, mais traverser dans un autre monde et puis être soumis au regard des gens. Alors les gens savent qu'ils sont peut-être pas habillés de la même façon. Les gens savent qu'ils vivent pas dans le même genre d'appartement. Et puis des fois les gens sont sous influence et puis ils veulent pas que les gens s'en aperçoivent. Alors le fait de savoir qu'ils pouvaient venir chez nous, puis oui, il y avait tout le réseau informel. C'était un milieu beaucoup d'hommes. Alors les gars qui se rencontrent et puis qui s'entraident et puis qui partagent des histoires, tout ça, mais aussi la possibilité d'avoir une écoute quand on est dans le besoin, de savoir qu'on peut être entendu, puis être respecté. On n'avait pas nécessairement toujours des solutions, mais des fois de savoir qu'il y avait quelqu'un qui se préoccupait de nous, euh, ça aussi c'est important. Et puis quand on ne peut pas le faire en anglais à Vancouver, ben on ne peut pas le faire. Les grandes difficultés pour vous dans ce parcours-là? Le financement, oui. Le financement, ça a toujours été parce que c'est la situation dans laquelle on se retrouve en offrant un service direct en Colombie-Britannique. C'est que ça relève de la province. Alors, la province nous a toujours dit qu'ils ne voulaient pas nous subventionner puisque, faisant partie d'une communauté de langue officielle, on relevait du fédéral. Mais le fédéral nous dit, ben non, ce service direct-là, c'est au niveau de la province. Et puis, je me souviens qu'on avait, à l'époque, quand on s'organisait, il y avait aussi la communauté hispanophone il y avait quand même
un grand nombre d'hispanophones qui arrivaient à Vancouver et qui se retrouvaient eux aussi dans la même situation dans le Downtown Eastside. Et puis, je me souviens, on avait travaillé un peu avec eux sur différentes activités, peut-être faire un peu de pression auprès de différents groupes ou dans des rencontres aussi. Évidemment, il y avait beaucoup de rencontres, hein, toutes sortes d'initiatives dans le Downtown Eastside. On était très impliqués. Mais je me souviens que eux avaient fait une demande à la ville de Vancouver pour financer leur local qui s'était trouvé eux autres aussi, là, ce qu'ils appellent un storefront, c'est-à-dire un endroit où les gens, c'est comme un magasin, donc les gens peuvent juste rentrer, c'est pas question d'un. Alors eux aussi s'étaient trouvé un local comme le nôtre, avaient fait une demande à la ville, nous aussi, pour subventionner notre local, puisqu'on donnait un service à une clientèle dans le besoin qui de Vancouver. Eux ont reçu du financement et pas nous. Et là, je me souviens, j'avais gardé cette lettre-là pendant très longtemps. La ville nous avait dit que puisqu'on était une communauté de langue officielle, on pouvait pas, ils ne pouvaient pas nous financer. Alors, même la ville. Alors ça, c'était décourageant, puis on se retrouvait toujours justement pris entre c'est ça, le fédéral et le provincial. Et c'est pour ça que Éducacentre, grâce à les programmes d'emploi, d'alphabétisation, pouvait nous soutenir. Mais c'est pour ça aussi qu'on a travaillé longtemps juste avec des bénévoles, jusqu'à temps qu'il y ait des fonds qui soient dégagés via les plans de développement global qui étaient assez nouveaux. Ça, c'était quand on a commencé, ça n'existait pas. Alors, ces ententes-là entre le fédéral et puis le provincial, tout ça, ça n'existait pas, nous, quand on a commencé. Alors, le financement, ça a toujours été, ce qui fait que malgré tout, on a bien réussi, on s'est bien développé, on a soutenu beaucoup de gens, mais c'était toujours fait avec des bénévoles. Alors, évidemment, des fois, le service n'était pas nécessairement ce qu'on aurait voulu, mais on avait quand même un endroit, le local, ce qui était toujours le plus important. On aurait aimé développer plus au niveau de la justice. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvaient à avoir des difficultés avec la loi. Alors, comment le mieux les appuyer, avec faire plus de travail aussi de représentation au niveau du service social. Souvent, les francophones, évidemment, se faisaient dire, ben, retourne chez vous, on va payer ton billet d'avion, ton billet d'autobus pour retourner d'où tu viens. Alors, c'était pas correct. Les gens ont le droit de vivre où ils veulent, malgré les difficultés qu'ils rencontrent. C'était leur choix d'être ici. Il n'y avait personne qui devait questionner pourquoi ils étaient ici. Est-ce que c'était vraiment une offre sincère qu'on faisait, là? Tout à fait, tout à fait. Et ça venait d'où des commentaires comme ça? Ah, ben les agents à l'aide sociale, pour diminuer. C'est parce que ces gens-là, le fait que les francophones qui se présentent à l'aide sociale ne parlent pas anglais, ça veut dire qu'ils sont plus dépendants encore du système, puisqu'ils ne trouveront pas à se loger, tout ça. Alors, c'est plus simple de dire, ben, écoute, tu ne te débrouilles pas ici, tu ne trouveras pas un emploi. C'est surtout ça, hein? Tu ne deviendras pas indépendant financièrement. Alors, on te paye ton billet d'autobus, puis tu t'en vas. Alors, nous, quand on se présentait dans les bureaux d'aide sociale comme interprète, on était aussi, faisait aussi de la défense des droits. Et puis, dans les débuts, c'était plus ou moins accepté. On acceptait qu'on aille. Moi, je me souviens que j'ai eu des confrontations avec certains agentes de bien-être social parce que c'était pas, il n'y avait pas le droit de faire ces suggestions-là, de faire ces commentaires-là non plus. Les gens ont le droit de vivre où ils veulent. Évidemment, ça crée, quand on parle pas la langue, ça crée, mais non, nous, on était là pour aider ces gens-là. Alors, encore là, c'était très frustrant, puisque on pouvait dire à la province, mais si vous ne nous financez pas, les gens vont être plus dépendants du système social plus longtemps. Nous, on peut aider les francophones à mieux s'intégrer. On leur offre des emplois, même dans le cadre de nos services, mais ça ne s'était pas entendu. Alors ça, c'était très frustrant, ça, c'est certain. Et puis, évidemment, quand il y a des gens qui vivent ici, qui ont des problèmes de santé mentale, on le sait, dans le Downtown Eastside, il y a énormément de gens qui ont des problèmes de santé mentale assez graves. Alors, ça veut dire que c'est des gens qui, s'ils ne parlent pas anglais, ou même s'ils parlent anglais, sont difficiles à rejoindre. Donc, ça, c'était aussi frustrant, puisqu'on n'avait pas les moyens d'aller au-devant de ces gens-là. On avait l'infirmier de rue qui travaille pour la ville, qui travaillait pour la régie de santé, qui faisait beaucoup de ce travail, mais nous, on aurait aimé pouvoir être un peu plus présents, puis on savait où ces gens-là vivaient, les endroits où ils allaient dans la journée,
mais on n'avait pas les ressources pour aller au-devant et puis voir comment on pouvait aider. Puis si on équilibre ça avec vos succès. Ben, les succès, oui, c'est les histoires individuelles, c'est la continuité. Il y a des défis, on le sait, là, présentement encore. Puis c'est toujours la même chose. C'est le lieu aussi, de trouver des lieux là où les gens viennent. Euh, Vous dites, on sait qu'il y a des difficultés encore au niveau de la boussole? oui, oui, ça dure toujours. Des difficultés de financement, Mhm. des ressources. Les besoins changent énormément là, avec la crise des opioïdes. C'est sûr que là, il y a des choses qui doivent être faites différemment. Avec le changement dans l'immigration aussi, les programmes changent, comment on rejoint les clientèles qui sont dans le besoin. C'est sûr que... mais la continuité, ça, c'est définitivement un succès. Le fait que la boussole est bien connue. Longtemps, c'était... Puis je pense que c'est encore le seul service de ce genre à l'extérieur d'un milieu majoritaire. Euh, ouais. La boussole a déménagé à un moment donné sur Broadway, n'est-ce Sur pas? Broadway, oui. Et ça, c'était près de la rue Maine, n'est-ce pas? Euh, plus Broadway et... Oui, Fraser, oui, oui, non, entre Maine, Fraser et c'est vrai, Maine? c'est Maine, c'est Voilà. vrai. Oui, oui, Maine, oui. Étiez-vous impliqué à ce moment-là? Non, moi je suis allée faire un tour, tout ça, rencontrer les gens. J'ai travaillé, en fait, je ne devrais pas dire non, c'était Christine Soto qui était qui était directrice à l'époque de ce déménagement-là. Et puis, on m'avait demandé, ils avaient reçu un financement pour faire une recherche sur les besoins des femmes qui fréquentaient la boussole. La boussole, comme je disais, plutôt souvent été majoritairement fréquentée par des hommes, puisque le Downtown Eastside, c'est un milieu où on retrouve plus d'hommes. Les femmes sont présentes, c'est sûr, mais disons un peu plus invisibles et puis fréquentes, comme il y a le centre, le Downtown Eastside Center, Women's Downtown Eastside Center, fréquente aussi le Women's House Collective. Alors, il y a des services qui sont un peu plus pour les femmes, mais si elles cherchaient un service en français, elles pouvaient venir évidemment chez nous. Alors, c'était de voir comment mieux répondre aux besoins des femmes, puisque c'est des espaces qui étaient majoritairement masculins. Alors, c'était de voir ce que les femmes aimeraient et puis comment on pouvait l'offrir dans un cadre où les femmes se sentiraient un peu plus à l'aise. Parce que ce qui arrive, comme à un moment donné, il y avait des ordinateurs qui étaient à disposition des usagers à la boussole sur Broadway. Puis, évidemment, ça, c'était à l'époque où on n'était pas vraiment familier avec comment utiliser des ordinateurs. Et puis, puisque c'était utilisé plus par les gars, ben, ils apprenaient un peu mieux à s'en servir. Et puis, les femmes étaient peut-être plus réticentes à demander à les utiliser, puisque ça prenait plus de temps. Alors, c'était d'aller voir comment on pouvait les aider à mieux s'intégrer pour ensuite mieux avoir accès au même genre de service. Alors, j'avais travaillé sur un projet qui s'appelait La Boussole fait une place aux femmes, avec Christine sur celle de Broadway. D'accord. Êtes-vous au courant des raisons qui ont entraîné le déménagement à partir du Downtown Eastside vers vraiment un autre quartier? Non, j'avoue que je ne sais pas. D'accord, c'est Christine Soto qui pourrait nous signaler ça. Oui, tout à fait. Et le conseil d'administration. D'accord, et ouais. j'espère la rencontrer bientôt. Ah, j'espère. Oui, très bien, parce que c'est ça. Moi, à ce moment-là, j'étais en périphérie, bien sur un projet spécifique. L'une des pièces dont vous nous avez fait don, c'est justement ce rapport pouvez-vous nous parler de ce rapport-là encore? Bon, ben il y en a deux, justement. Oui. Alors, le premier, on l'avait écrit... là, on retourne en 91, là. Oui, oui. C'était ce premier... On avait fait un résumé. Alors... c'était à l'époque, c'est justement le nombre de francophones qu'on avait rencontrés en 91. Et puis, on voulait savoir s'il y avait des services et puis si les francophones les utilisaient. Alors, le premier, c'est ça, on a rencontré 30 organismes. Puis, on avait fait le rapport en anglais puisqu'on devait le partager avec les groupes anglophones. Et puis, on nous disait que oui, il y avait des francophones. Alors... 21 questionnaires qui avaient été complétés. Puis la première question qu'on demandait aux organismes, est-ce qu'il y a des francophones qui viennent chez vous? Puis les 17 avaient dit oui. 17 organisations sur 21. Alors, c'était clair.
Alors ça, c'était le premier là, dont je parlais qui disait qu'on voulait aller vérifier auprès des organismes. Et puis la recherche-action, le groupe de recherche, un nom un peu pompeux, groupe de recherche sur les besoins des francophones du Downtown Eastside. Alors ça, c'était nous. Et puis certains des bénévoles là, qui ont été des bénévoles clés, en plus du groupe des quatre. Et puis on a rencontré à ce moment-là les gens dans le Downtown Eastside. On avait vraiment fait du travail de déblayage parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé des fiches aussi avec les questions. Et il y a des exemples ici, là, puis un exemple aussi du petit bottin des guides du guide de service. Alors, ce qu'on avait, c'est qu'on avait des fiches, là, on les a mis en imprimées, mais alors, quand on faisait l'entrevue, la personne pouvait regarder la fiche et puis lire avec nous les questions s'il voulait. Mais sinon, on le faisait verbalement. Et puis, tout le monde avait été formé pour utiliser les fiches et puis poser les mêmes questions. Question numéro 7, c'est sur un local. Alors, est-ce que vous aimeriez un local? Ça serait un lieu de rencontre, un endroit pour avoir de l'information sur les services du Downtown Eastside, un endroit où des gens peuvent vous donner un coup de main, traduction, accompagnement, autre chose, puis aucune de ces réponses. Alors, c'était comme ça qu'on demandait. Alors, on avait aussi en formation, apprendre à lire et à écrire, finir le secondaire. Ça aussi, c'est un projet très important d'éducation, le GED, le secondaire. Alors ça, il y a plusieurs, même qu'un de nos membres du conseil d'administration, Marcus, a fini son GED pendant tout ce temps-là. Ensuite, des cours de préparation au travail, cours d'anglais, évidemment, qui étaient très populaires, autre chose. Alors, c'est comme ça qu'on avait interviewé les gens en utilisant ces fiches-là. Et puis, on avait fait le résultat, mais comme je dis, on n'avait même pas fini notre résultat qu'on avait le local et puis tout le monde était au local, très anxieux de commencer à se rencontrer. Parfait. Et il y a un dépliant là-bas aussi. J'aimerais que vous me signaliez votre lien à cet événement. Ah oui, ça c'était très intéressant. Alors c'était, comme je disais, notre premier local, c'était sur la rue au coin de Powell et Princess, qui en fait est très proche du quartier chinois, un bloc ou deux si on veut, là, dépendant comment on parle des limites le quartier chinois. Et le gérant de Princess Room, qui était rattaché à notre local, c'était un chinois. C'était son fils, en fait, qui était le propriétaire, mais c'était le monsieur qui gérait le Princess Room, qui vivait, en fait, à Princess Room, qui, lui, est venu au Canada et a dû payer ce qu'on appelait la head tax. Alors, c'était une taxe la taxe d'entrée, voilà. C'est ça, une taxe d'entrée, c'est oui. ça, qui était seulement pour les Chinois qui venaient chez nous. Et puis, lui, monsieur était Buddy Yen, son nom était Yuan, était très impliqué dans le mouvement pour être remboursé, pour avoir une compensation, disons, pour cette taxe. Parce que c'était une taxe qui les mettait dans une situation financière très précaire, qui faisait en sorte que tout ce qui, pas tout, mais une grande partie de leurs revenus devait aller vers cette taxe. Et puis, ça voulait dire aussi qu'ils ne pouvaient pas soutenir leur famille ou faire venir leur famille. Hein. Plusieurs, en fait, n'ont pas pu faire venir leur famille, ont peut-être commencé une nouvelle famille une fois qu'ils étaient ici. Alors, c'est ça. Monsieur Yuan nous avait expliqué et puis il m'avait donné un dépliant avec une photo de lui. C'était un des derniers survivants. Hein. Il y avait vraiment, évidemment, de gens qui avaient dû payer la taxe. Alors, on rencontre oui, c'est quand on est dans les plus vieux quartiers comme ça de la ville, on rencontre toutes sortes de gens qui ont des vies intéressantes. À côté de chez nous, il y avait un francophone sur Powell. Et dont j'ai oublié le nom, mais qui avait un magasin où il vendait toutes sortes d'équipements pour la réparation de bateaux, parce qu'évidemment, on était à côté du port. Et puis, longtemps, il était là, et puis, en fait, on avait une entente, surtout quand il y avait un bénévole, surtout une bénévole toute seule à la boussole, comme moi, par exemple, si j'étais toute seule à la boussole et puis qu'il y avait une situation qui se présentait où je me sentais pas très à l'aise ou peut-être qu'il y aurait eu une confrontation et puis qu'il fallait appeler la police ou quoi que ce soit, mais on avait un code. On appelait boutique d'équipement de bateau là, pour qu'ils viennent faire un tour et puis voir pour aider à pour aider avec la situation.
On n'a heureusement pas eu besoin de l'appeler trop souvent. Je me souviens pas, en fait, si on a vraiment appelé. Parce que des fois, il y avait des situations où les gens pouvaient venir chez nous quand même fâchés ou très anxieux face à des situations qui n'ont pas reçu leur aide sociale, qui se sont fait mettre à la porte, qu'il y a eu une dispute et puis doivent aller à la cour. Alors, on peut imaginer, hein, parce que c'est des gens qui se retrouvent des fois face à des situations où, en ne parlant pas anglais, qui vont être complètement à la merci de ce qui se passe, aucun sens de contrôle sur ce qui peut arriver. Alors, des fois, il pouvait y avoir des situations où les gens venaient chez nous quand même très fâchés, puis des fois, on ne sait pas, c'était prévisible. Des regrets? Des regrets? Non, moi, je suis pas j'ai pas beaucoup de regrets en général. Non, non. Évidemment, toujours, on aurait pu faire plus. Mais c'est pas des regrets, c'est juste ça, en fait, ça fait partie de la vie. Hein, ouais, c'était... Non, au contraire, je suis très heureuse d'avoir pu participer à ça. J'aurais, comme je dis, c'était une occasion pour moi de faire quelque chose que probablement j'aurais pas pu faire, de travailler à mettre sur pied quelque chose. Dans un temps aussi, il y avait beaucoup de développement communautaire qui se faisait partout. Et de travailler avec les gens avec qui j'ai travaillé, hein, c'était merveilleux de rencontrer tous ces gens-là, d'avoir ces complicités-là avec ces gens-là. Il y a des gens qui étaient dans les premiers temps de la boussole que je vois encore. Le groupe des 4? Oui, oui. Ah, Pas tous, là. Il y en a un qu'on a perdu de vue qui est reparti au Québec, mais oui, définitivement. Et puis d'autres aussi qui ont travaillé dans les premiers temps de la boussole. Puis j'ai eu des contacts, là ça fait longtemps, là, mais j'avais quand même, il y a peut-être une dizaine d'années, là encore quelques contacts de temps en temps. Les gens me cherchaient là, pour me dire qu'est-ce qui arrivait dans leur vie. Là. Mais ça, c'est précieux. C'est très précieux d'avoir l'occasion de la confiance des gens. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très précieux. L'amitié, la confiance, et puis quand les gens venaient chez nous, le sentiment qu'ils voulaient revenir, ça aussi. Très, très, très important. Travaillez-vous toujours dans le domaine? Ben là, je viens de prendre ma retraite de mon dernier emploi. Et puis, mais je continue, je suis toujours bénévole. Et je travaille un autre sujet qui me passionne, là, autre que le développement communautaire et tout ça, c'est le sujet de la violence faite aux femmes. Alors, je suis présidente d'Informel, un autre organisme pour lequel j'ai travaillé. Là, Informel. oui, Informel, oui. Alors, c'est un autre service qu'on a mis sur pied. J'étais impliquée dans la mise sur pied de ce service-là quelques années après la boussole. Parce que, évidemment, étant travailleuse sociale, pour moi, c'est essentiel qu'on ait des services. Et puis, la boussole, c'est un service essentiel. Même chose pour Informel. À l'époque, on avait mis sur pied une ligne d'écoute pour les femmes. Là, ça change, et puis parce que le paysage a changé, évidemment, avec tous les réseaux sociaux, tout ça, le mandat change, mais le travail continue au niveau de développer des services pour les femmes francophones dans des situations de violence. Et Informel, c'est un organisme établi, oui, incorporé. Incorporé. Oui. Oui. Et qui, donc à Vancouver ou à partir de... Oui, oui, on était avec, au début, c'est Réseau Femmes qui a... disons, marrainer le projet. C'était plus un projet. Et puis, avec le temps, c'est devenu un organisme qui s'est incorporé, qui a continué à offrir des services, qui avait une ligne d'écoute avec des intervenantes sur la ligne. Puis, on a fonctionné comme ça pendant plusieurs années. Et puis, maintenant, la ligne est fermée depuis 3 ans, 3-4 ans. Mais nous, le conseil d'administration, on a continué le travail. On a travaillé à mettre un site web, mais aussi on a travaillé à se réinventer, à réfléchir sur comment on peut continuer à travailler pour desservir les femmes francophones qui, comme tout le monde du Downtown Eastside, se retrouvent ici à avoir un besoin important
puis pas avoir accès à des services dans leur langue. Alors, on sait que les gens retardent, surtout dans le cas de violence, les femmes vont retarder de passer à l'action, peut-être quitter la situation ou même juste demander de l'aide si elles sentent qu'il n'y a pas d'aide disponible en français. Alors là, maintenant, on a reçu un financement, puis on travaille à mettre sur pied quelque chose là, en partenariat avec les organismes non francophones qui travaillent dans le milieu. Qui vous finance? Condition féminine. Condition féminine. Oui, D'accord. mais D'accord. Est-ce que j'ai manqué de vous poser des questions que vous voudriez amener sur la table? Je pense pas. On a couvert beaucoup. Oui, puis oui. c'est sûr qu'en parlant aussi, il y avait des choses qui me revenaient. Tout à fait. Puis des souvenirs. Malheureusement, les noms puis les dates, c'est ça, hein, avec le temps, ça part. Et puis là, je regardais quand je feuilletais, là, un peu, là, oui, je me souvenais de telle personne. Il y avait, je me suis souvenu de François Pouliot, qui était un de nos poètes, là, qui écrivait dans le journal La Boussole, qui était un marin, un vrai marin, hein, un marin là, qui était marin au Québec et puis qui a travaillé sur les bateaux ici. C'était un amoureux de la nature, de la mer, tout ça. J'avais gardé le contact avec lui pendant quelques années quand il a quitté le Québec, ici, la Colombie-Britannique, parce qu'il avait des difficultés à se trouver du travail, justement, parce que son anglais était quand même un peu limité. Mais des belles rencontres comme ça, des gens oui, qui apportaient beaucoup. Mais c'est ça. Alors, en parlant, c'est de se souvenir de tous ces gens. Et puis, en fait, non, je pense que les besoins demeurent. Et en fait, sont peut-être même plus grands, puisque avec ce qui se vit de difficultés au niveau justement des crises, etc., oui, logement, oui, opioïdes, etc. Et le logement, tout à fait. C'est tout récemment, je lisais par rapport aux hôtels du Downtown Eastside, c'est terrible. Il y a eu des initiatives, puis la Boussole en faisait partie. Ça, j'ai suivi ça de loin parce que j'étais pas impliquée, mais de proche aussi parce que c'est quelque chose qui me préoccupe énormément. C'était l'initiative Chez Soi en santé mentale du gouvernement fédéral, à Trôme, Chez Soi. Et c'était une initiative pour aider les personnes à se trouver un logement permanent. Parce qu'on sait que il y a des gens qui sont plus difficiles à loger pour toutes sortes de raisons. Puis il y a des gens aussi une des raisons étant le fait qu'ils n'ont pas vécu seuls dans un logement. On se promène d'une chambre à une autre, on vit peut-être avec d'autres dans un appartement pour quelque temps, on est dans la rue pour quelques années. On va coucher dans des dortoirs régulièrement. Alors, tout ça fait qu'on n'a pas l'habitude d'être dans un appartement puis de gérer sa vie dans un appartement. Alors, cette initiative-là, c'était d'aider des gens qui avaient de la difficulté à non seulement se trouver un logement, mais après ça, à vivre dans un logement. Puis à gérer tout ce qu'il y a autour de vivre dans ce milieu-là. C'était très bien reçu, mais malheureusement, je ne pense pas que ça l'a continué parce que c'était en fait de ressources humaines très intensives. Mais c'est ce genre d'initiative-là le logement, c'est quant à moi, définitivement la base là, pour les gens. On le voyait, même les gens qui étaient mal logés, mais qui étaient dans cet hôtel-là depuis des années, avaient une certaine sécurité, puis avaient un certain réseau. Donc, c'était plus facile de savoir aussi quand les gens étaient dans le besoin. Les gens autour pouvaient voir. Mais c'est ceux qui se promènent et puis qui n'ont rien de permanent, c'est encore plus difficile. Alors oui, définitivement, le logement, ça, c'est quelque chose d'important. Puis tous les services autour de la santé mentale, qui comprend évidemment les dépendances. Ça, c'est gros. Alors, malheureusement, il y a eu beaucoup d'initiatives. Je me souviens qu'à une époque, j'étais très impliquée parce que c'était l'initiative du maire de l'époque. Lequel? Owen? Owen, Five oui. Pillars ou Oui, Four Pillars, quelque chose? Voilà. Les Four Pillars. Qu'on avait eu beaucoup de consultations. Je me souviens de plusieurs réunions. Et je pense qu'il y avait beaucoup d'espoir qu'il y ait quelque chose qui ressorte de cette initiative.
malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Alors, ce genre de choses, c'est pas des regrets, c'est des déceptions. Et on reprend. Après ça, il y a d'autres initiatives et puis on se dit, bon, mais peut-être que celle-là, ça va être la bonne. Mais là, c'est vraiment, je pense que les gens travaillent beaucoup au niveau du logement et la santé mentale. En ayant un nouveau ministère, peut-être en santé mentale peut faire une différence aussi au provincial. Et peut-être pour les francophones aussi, avec le temps. Il semble y avoir un nouvel élan de respect, d'une part, pour les résidents du quartier dans le contexte d'un réaménagement du Downtown Eastside, mais tout en gardant quand même Cordoba et Hastings pour les gens du quartier. Est-ce que vous pensez, selon votre expérience, est-ce qu'il y a de quoi espérer? Comment vous vous sentez à cet égard-là? Oui, oui et non, parce que dernièrement, quand il y a eu, je pense, là, on ouvrait un nouvel édifice avec des logements subventionnés, ben, on mentionnait que pour une personne seule, un logement subventionné à prix modique, c'était autour de 1500, 1300 par mois. Je ne sais pas, parce qu'on là, on le sait que dans le quartier, dans le grand Vancouver centre-ville, là, quand un logement, maintenant, une chambre à coucher, c'est 1900. Alors, c'est sûr que oui, 1300, ça a l'air beaucoup moins, mais c'est pas la réalité quand on pense à ce que les gens C'est ont. par mois, là. Oui, oui. Alors, quand les gens reçoivent d'aide sociale si peu aussi, là, et puis ça ne montrera pas, hein, l'aide sociale. Alors, oui, évidemment, il faut garder espoir, puis il faut continuer. Puis il y a eu oui, il y a eu des victoires là, au niveau de limiter aussi la hauteur des tours maintenant dans le quartier chinois. Là. Alors, espérons, espérons. Il faut continuer quand même à être vigilant, comme toujours. J'ai eu le plaisir et l'honneur de vous rencontrer lors du 25e anniversaire de la Boussole, Oui. il y a quelques mois maintenant, à Oui. la maison, justement, Oui. où vous étiez conférencière avec M. Massé, n'est-ce pas? C'était Oui. Jacques Massé? Jacques Massé, Voilà. c'est ça. Oui, oui. On a dit seulement quelques mots, là, mais oui. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Ah, ben, c'était. Vous savez, on ne connaissait pas beaucoup de gens. On connaissait Jacques encore moins, puisque lui, il travaille quand même dans le Downtown Eastside encore, mais avec puisque la boussole de déménager avait moins l'occasion de rencontrer les gens. Mais moi, j'ai vu les anciennes directions, ce qui vraiment me fait plaisir. Mais les gens changent, puis c'est difficile de retrouver tout ce monde-là. Alors, mais c'était bien de voir l'enthousiasme et puis la fierté de tout le monde qui a contribué. C'est ça aussi, hein, c'est toujours été, c'est la boussole de tout le monde, puis c'est ça qui a fait que ça a duré jusqu'à maintenant. Alors, à chaque fois que la boussole, je l'ai mentionné plus tôt, mais c'était pas la première fois, quand la boussole avait des difficultés, ben là, tout le monde disait, il n'est pas question qu'on n'ait pas la boussole. Alors, espérons qu'en période de transition, présentement, que la boussole va continuer, puis qu'il va vouloir que cet intérêt, puis ce désir de continuer à desservir les gens, les francophones dans le besoin, là, ça va être là encore. Ben, un grand merci de la part de la communauté d'avoir été là pour nous, pour desservir cette communauté en besoin. Et aussi d'avoir partagé vos archives avec la Société historique. Vraiment, vous comblez un vide que nous avions dans nos archives et nous sommes tout à fait heureux de vous compter parmi les nôtres. Ben, merci beaucoup, ça m'a fait vraiment plaisir de me rappeler de tout ça, puis de le partager aussi. Merci bien, Mme Merci. Dussault. Pas mal. Bon. 1h12. Oh! Pas mal. Est-ce que tu vas... Ben non. Tu laisses C'est tout ça? intégral. Wow! Hey, c'est intégral, absolument. Moi, je suis en train de geler, par exemple. Ouais, hein. Il y a un courant d'air frais de ce côté-là. Là. Oui, mais aussi en pantalon court, c'est quoi Ah ça? oui, Il c'est fait bien, froid c'est aujourd'hui. l'été, c'est l'été. Non, pas encore. Non, je trouve que ça a très bien été. Oui, Ça coulait, puis j'avais oublié, c'est justement la FFCB. Vous étiez représentante des formels. Oui. C'est ça, d'accord? Oui. Oui, c'est ça. Oui. J'avais cliqué, je dis tiens, puis je l'avais écrit aussi, là. Oui, puis ça aussi, en fait, on n'a pas... j'en ai eu des choses informelles quand même. Là. C'était dans le même temps, hein? Puis, on a presque rien sur Informel. Donc, on a quelques petites affaires sur Informel. Je pense que j'ai ramassé un dépliant aussi à la FFCB, n'est-ce pas?
Non, j'en avais pas C'était avec pas moi. vous? Non, C'était je qu'est-ce l'avais que pas j'ai apporté. ramassé? Bon, on en a un, là, mais Donc, peut-être que c'est un ancien. donnez-nous... ah non, c'était textuel, voilà. C'était de Réseau-Fan. Ah, Voilà. OK, oui, oui. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est un... Il faudrait qu'on... Tenez-nous... gardez-nous en tête pour si vous avez des dépliants, si vous encore vous commencez, je sais pas quoi, là. Oui, j'ai des choses que j'ai que, encore là, ben là, Ça serait merveilleux je d'avoir peux ça. faire des copies, j'ai pas besoin de garder l'original, là, Ouais, mais OK. Parce que ça, c'est... on a fait du travail aussi. Je ne sais même pas s'il y a un dossier sur vous autres encore. Ben, ça doit pas, hein, parce que c'est la même chose. On a vivoté là, pendant 3 ans. Non, Là. on n'a rien sur vous, mais rien. Non, ça ne me surprend pas. Donc, Ben, vous n'étiez pas toujours ici, là, hein? non, c'est sûr. C'est ça, alors on gardait nos archives chez nous. Complètement, complètement. Comme là, tu sais, c'est vraiment dommage, parce que je suis certaine que... Ah ben, on va en trouver, on va en trouver. Ouais. Puis, je sais pas, à un moment donné, peut-être qu'on va trouver un petit fond à quelque part ailleurs. Là. Comme là, M. Massé, lui, aurait rien, hein? C'est ça, vous pensez pas? On peut toujours lui demander. Oui, hein? oui. Ouais, ouais. Puis lui, Mais- il travaille pour la Oui, ville ou oui. dans les salles. J'ai sa carte à Oui, quelque part oui. d'ailleurs. Puis aussi, j'ai envoyé l'information. Je pense que j'ai envoyé l'information dans un courriel. OK, aussi. OK. Je Bon, ben, pense. je vais peut-être l'appeler quand même là, pour On essayer sait de, jamais. de remplir ça parce que, comme je vous dis, le projet de numérisation, ça prend de l'ampleur. Là. Oui, ben c'est Donc, bien. ça en va en faire partie. Oui, Ouais. OK. Puis, mais il y avait aussi, justement, mais je sais... il y Et a- même vos rapports, on va les faire numériser. Ah, c'est bien, Ouais. oui. Ben, je pense aussi, j'avais donné des... Je l'ai, hein, en version... Mais ce qu'il y a, c'est que... Mais là, ça va être interrogeable, vous voyez? Ah, oui, oui, c'est Mot pour je mot. comprends. Oui, oui. Ah oui, je comprends, ça fait une différence. Grosse différence. Oui. Donc, presque tout ce qui est là va être numérisé. Oui. Ah, ben c'est bien, parce que justement, le petit bottin n'est pas tout là, mais Oh, ça, c'est bien, ça que je disais qu'il C'est existait bien, encore. ça. Help in the Downtown East Side, c'est Voilà, notre petit voilà. script en anglais. Ouais. Puis, il y a quelques autres affaires aussi dans votre dossier. Là, Ouais. donc ça, c'est déjà tout catalogué. On va probablement Ouais, photographier une couple des choses aussi. Là, mais voilà, là, ça va faire partie de la numérisation. Ah oui. Ah oui, hébergement, je me souviens de ça. Mais... Aïe, aïe. Oui. Ben moi, ça serait mon mieux que la boussole retourne dans le Downtown East Side, mais ça, c'est pas de mes affaires. Hein. Oui, hein? C'est- Parce que là, ils sont toujours sur Broad. Il n'y a pas eu un problème d'inondation ou quelque chose aussi? Oui, oui, ils ont déménagé. Ils ont déménagé première place de Broadway, puis après ça, ils ont trouvé un Puis local. près de Fraser. Oui, puis c'était juste peut-être la ville qui avait ça, puis là, il y a eu une inondation, ils ont déménagé, puis... Je sais pas où ils sont Oui. maintenant. Puis je sais pas, en fait, pourquoi ils ont quitté le Downtown East Side, mais il y avait des rumeurs. Alors, évidemment, des ok. rumeurs, ça, Ouais, on ouais, n'en c'est parle ça. pas, C'est sûr. mais il y avait des rumeurs. Alors, D'accord, d'accord. c'est un milieu difficile, hein? Très Oui, difficile. et puis ça, absolument. j'en ai pas parlé, là, parce que je trouve pas que c'est... Mais il y a quand même des choses qui se passent sur lesquelles on n'a pas de contrôle, mais qui sont dangereuses aussi, Ben, c'est hein? ça, vous y avez fait Ouais. allusion quand même avec le code, etc. Ouais, là, ouais. c'est certain, vous êtes une femme toute seule là-bas, je veux Ouais. dire, c'est une autre réalité. Là. Oui, oui. Puis Euh, même le bénévole en général, mais les femmes, oui, évidemment. Tout à fait. Oui, on avait des escortes pour aller prendre l'autobus le soir quand il faisait noir. Puis c'était pas tard, là. OK, OK, Mais OK. on Wow. pouvait avoir une escorte si on voulait parce qu'on était vraiment... Puis une autre chose aussi que j'ai pas dit, c'est qu'on était à un bloc du quartier où il y avait une grosse concentration de travailleuses du sexe, mais vraiment Ah les oui, bien travailleuses sûr. du sexe là, les plus Costaudes. démunies. Donc, Oui. c'est celles qui demandaient le moins. Il y avait beaucoup de jeunes. Alors c'est là, triste. c'était le Ah. ramassis de gars avec les vannes. Et Oh puis, my God. on payait 5 pour tout ce qu'on voulait. Là. Wow. Alors, Vous ça, avez ça dit devait- 5 Oh, rien. Oh my God. Rien, c'était... Incroyable. Alors, ça, c'était juste à côté de nous. Alors, ça veut dire que si jamais, surtout l'hiver, hein, il fait noir, alors si on ne se sentait pas en sécurité, C'est sûr, c'est sûr. on pouvait avoir une escorte. Et là. qui était l'escorte? Ben, un gars qui était là. Oui, Oui, bien sûr, alors, d'accord. OK, puis OK. on venait qu'à savoir les gars de confiance. Hein. Sûr. Alors, moi, c'est ça. Oui, ben, Il faut, c'est il faut, tout d'abord, hein. il faut se protéger. Oui, Tout à oui. fait. Puis moi, je ne suis pas peureuse, mais je suis prudente. Oui, Ouais, bien il sûr. faut puis toujours être très... Puis ça aussi, c'est une autre affaire. Toujours être très conscient. Ouais. Même les gars, là, dans le Ouais, Eastside, ouais. toujours être très conscient de ce qui se passe autour de nous. Voilà, pour, voilà. être prêt à réagir. OK. Puis une personne avec un problème de santé mentale qui arrive tout désorganisé parce qu'il n'a pas eu son chèque de bien-être, Ah hein, oui, qu'est-ce ouais, qu'on non, fait? c'est la Hein? fin du monde. Là. Oui, C'est c'est du difficile, sérieux pour là. eux autres. Là. C'est l'est, puis qu'est-ce qu'on fait? Puis, ouais.
Mais les gens, en général, je dois dire, on n'a pas eu d'incidents, beaucoup. Moi, j'en ai eu un, justement, un incident de violence envers une femme. Une femme est venue se réfugier chez nous. Puis il faisait noir, puis c'était en fin de journée, il n'y avait personne autour. Oui. Et puis le gars est arrivé, son ex est arrivé, et puis il a fait des menaces. Et puis moi, j'ai dit, j'appelle la police. Puis j'étais au téléphone avec la police, puis lui nous menaçait toutes les deux. Mais il ne faut pas perdre son sang-froid. Non, faut surtout pas, hein? Non, non. Mais il est parti, mais c'est ça. Mais heureusement que c'était moi, puis pas une autre bénévole. Tout à fait. Parce que moi, j'avais l'expérience. Exactement. Mais pas tout le monde qui l'a. Mais c'est ça aussi, quand je dis les moyens, c'est qu'on ne pouvait pas former nos bénévoles à comment, puis je trouvais pas le mot en français, là, désescalate. Ah oui, oui, oui. Tout ça, on ne pouvait pas former nos bénévoles, on n'avait pas suffisamment d'outils. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un vient, puis tout ça? Puis la situation se présente, justement. Ben oui. Et puis, mais certains des bénévoles eux-mêmes avaient l'habitude. Donc, si quelqu'un était en état d'ébriété ou bien avait consommé, on leur demandait de ne pas venir, mais ils ne venaient pas la plupart du temps. Comme le lendemain de la paye, là, du bien-être social, c'était tranquille. Ah, ouais. Parce que les gens avaient... Ben, je ne dis pas que tout le monde, que tout le monde consommait, là, mais beaucoup de gens allaient payer leurs dettes, hein, parce qu'on avait des sous. C'est ça. Alors, on réglait nos affaires, mais d'autres en profitaient pour consommer, ou d'autres aussi pour manger. Ah, oui, parce sûr. que, alors, on n'allait pas manger à Soupe Populaire les vieilles sandwichs, là, on allait peut-être se payer une petite bouffe aussi. C'est ça. Alors, puis un taxi, moi, c'est ça que je vois quand je vois dans ton site de tous ces gens qui prennent des taxis. Puis c'est un luxe qu'on s'offre parce que. Oui. Tu sais? Oui, mais aussi, les gens ont de la difficulté à se déplacer. Hein. On marche beaucoup, mais on a mal aux jambes, on a mal dans notre corps. Tiens. Oui, OK, je pensais pas à ça. Oui, beaucoup de douleurs physiques. Tiens. Parce que si on consomme, c'est sûr, là, parce on n'est jamais bien. Hein. Je sais pas, là, mais nous autres, moi, j'aime bien prendre un verre. Le lendemain du verre, des fois, on est un peu croche. C'est ça. Mais être croche tout le temps, ça gruge. Ouais. Non. Alors, non, quand même, hein, beaucoup. Moi, je pense à un gars que j'aimais beaucoup, un francophone avec un problème de santé mentale grave, schizophrénie, tout ça, vit dans un trou dans le Chinatown, un de ces hôtels-là, terrible. Moi, c'est s'il me dépasse. Ah, vous ne le laissez pas, celui-là? Ben, vous l'avez? C'était juste une copie de ce qu'il y a ici. Ah, bon, d'accord. Oui, je l'avais apporté pour me souvenir des... Ah, ben oui. D'accord, parfait. Non, il n'y a rien là. D'accord. Non, oui, Moi, ce qui me dépasse, c'est que finalement, c'est juste maintenant, je n'ai jamais compris pourquoi la ville n'a pas fait des descentes sur cette famille unique là, qui est propriétaire de toutes les... Ah oui, j'avais commencé à en parler, les Sirota. Il y avait C'est incroyable. Moi, j'habite à Commercial Drive. Puis quand je suis arrivé là-bas, il y a 22 ans, que j'étais à Commercial et Broadway, puis là, tout d'un coup, il y a eu le Shame de John's à Kitts. Puis ils sont venus chez nous, du jour au lendemain. Puis là, il y avait au coin de la 12e et Broadway, il y avait un bordel, finalement. Oui. Et puis, c'était tellement triste. C'était triste. C'était des filles tristes, là, tu sais. Puis, je sais. Oh my God. Mais finalement, la ville, tous les services sont allés chercher la propriétaire chinoise sur le terrain de golf. Puis ils l'ont ramené là-bas, puis ils ont fait un rassemblement de tous les services, puis ils ont fermé son affaire. Donc, comment ça se fait que ça ne s'est pas produit? Quelqu'un m'a déjà dit que les hôtels renferment tellement de gens que c'est pas évident de le faire. Parce que tout d'un coup, tu as 100, 200, 300 personnes. Qu'est-ce que tu fais avec ce monde-là après? Je sais. Sans dire qu'eux autres sortent de là avec toutes sortes de problèmes, y compris les bébites qu'ils amènent avec eux. Et donc, c'est peut-être pour ça que ça ne s'est pas réalisé, mais en même temps, je me dis, bon Dieu. Je sais. Puis c'est un fait. Où est-ce qu'ils vont aller? Ouais. Non, je sais. Incroyable. Oui, c'est... ça ne sera pas remédié du jour au lendemain, c'est certain. Mais bon Dieu que j'ai hâte que ça soit changé. Je veux dire, moi, je regarde, moi, je suis commercial, donc juste à l'ouest de
Clark et Hastings, il y a cet énorme immeuble là, qui est construit de c'est énorme, là. C'est un bloc entier, puis c'est à peu près 6 étages, puis c'est des containers. Puis il est beau, l'immeuble. Ah oui, Puis oui. c'est tout des oui, résidences oui, sociales. Moi, je oui. dis, waouh! Oui. Moi, je vivrais là-dedans. Là, tu sais, Oui. puis c'est exactement ça qu'il faut leur offrir. Oui, il y en a un Ça- autre là, qui s'en vient sur, au coin de Canby et la première. Là. OK, OK. Oui, Parfait. oui. Non, non. Donc, Oui. c'est des C'est- pas dans la bonne direction. Définitivement. Oui. Et puis, Oui. mais les problèmes de santé mentale, je sais pas comment on va pouvoir remédier à ça là. Je veux dire, moi, j'oublierai jamais quand la province a fermé l'hôpital psychiatrique à Oui. Coquitlam, je pense, Oui. au New West, Riverview, whatever, là, oui. ouais. Oui. Puis a dumpé Bien littéralement sûr, ils ont ces fait ça gens-là. partout. Oui. J'ai vu les gens comme, grosso Oui. modo, mourir sur plusieurs semaines. Oui. Un en particulier, je l'ai dans ma tête, là, puis je l'ai vu dépérir sur plusieurs semaines, puis après ça, disparaître comme, je suis convaincu qu'il est mort. C'était dégueulasse, puis je veux dire, là, le problème est 10 fois pire maintenant. Donc là, j'ai entendu dire que Riverview va recommencer à prendre des patients maintenant, mais il faut que ça soit complètement rénové, la Oui, place. oui, puis ça ne sera pas pareil, là, oui. Donc, Parce qu'il y a des gens qui, oui, puis si on ne trouve pas à les loger, puis ils sont capables d'être autonomes. Tout à fait. Mais non, c'est triste. Puis quand on pense hein, que c'est. Il y a des gens dans le site avec qui on travaille, comme dans la vie, qui sont très antipathiques. voilà. Mais il y en a d'autres, on pense, on les regarde, là, puis ils sont tellement vulnérables. C'est Puis, ça. tu sais, notre petit Complètement. frère, notre cousin, C'est ça. qui dans sa famille n'a pas quelqu'un qui a un problème de dépendance ou de santé mentale, C'est tout ça. ça. Puis C'est ça. c'est quoi qui fait. Puis j'ai rencontré aussi des gens qui ont juste eu des pépins. Hein. Il y a ce gars-là qui avait une famille, une bonne job, puis tout ça. Il a tout perdu en l'espace de. Il a perdu sa job, il a perdu sa relation. Il a fait- puis là, il se retrouve ici. Il ne consomme pas ou rien. Il a Ouais. fait une dépression, il a fait un burn-out. C'est ça. Puis là, il se retrouve avec rien. Puis dans un milieu qui ne l'aidera pas partout non plus. Non, là. non, sauf qu'il s'est repris et puis Bon. je sais qu'il s'est trouvé un emploi au gouvernement provincial. C'est bon, tant Puis mieux. il a eu une relation avec une personne d'un milieu, elle aussi, bourgeois. Puis C'est- alors, il y a des choses comme ça. D'accord, Ouais. d'accord. Non, c'est ça aussi. Ah ben, au moins il y a ça, hein? Au moins il y a ça. Voulez-vous un livre sur l'anniversaire de Singing in the Rain? Non! Moi, Quelqu'un nous a laissé je ça. me défais de mes livres. Moi là. aussi, J'en veux lui, pas, là. ça fait sourire, par Ah, c'est exemple. Hein? cute. Imaginez un Ah. livre juste sur ça, juste sur ce film-là, là, tu sais. Il faut être, faut être Hey, amateur. faut Hein? vraiment être dedans, là, tu Oui, sais. mais c'était cute aussi. Oui, c'était cute. Si jamais Ben- je trouve mon, Oui, le chose mon de site, verre, là. Oui, c'est en fait de la Confédération. Alors, c'est tous ces petits triangles. Et Ah tout oui, ça. oui, la fédérale en triangle, oui. Oui, alors on l'assemble. Non, en oui. verre. Ben, c'est un miroir, en fait. Un miroir, Oui, tiens, oui, tiens, puis tiens, avec des regarde-moi coupées. donc ça. Puis- Intéressant. Puis je me souviens plus de quel musée, de quel pavillon c'était. OK, OK. Ouais, c'est- Spécial. Ben, probablement que ça vient du pavillon du Canada, ça. Ou peut-être du bois, qui sait. Non, non, parce que le bois, pâte et papier, c'était le papier là, qui se Ah oui, oui, se levait d'accord. dans Ça, j'en l'eau, ai jamais ça. entendu parler de ça. Ça, j'avais. Je pense, Spécial. je sais pas s'il m'en reste là, mais il y avait un petit. Tiens. Il y avait du cidre dessus aussi là. Ben, mais- je suis justement, ça, C'était c'est de la des, magie pour moi, hein, du papier qui se dissout. c'est des dernières pièces qui restent à photographier de ma collection de l'Expo 67. Oui. Puis ensuite, je vais faire un don de ces choses-là. Regardez ça. Ça, c'est l'Expo 67, mais quand ça avait été donné à Moscou. Ça avait été donné à Moscou d'abord. Puis un an dans leurs préparatifs, ils ont dit, attendez une seconde. Il y a des centaines de milliers de gens de partout au monde. Il y a probablement des espions qui vont venir, puis ils ont refusé finalement. Puis c'est Non! comme ça que Vancouver l'ont eu. Puis c'est pour ça que le drapeau, il a fallu qu'il fasse une affaire Manu Militari, là, parce Oui. qu'on a eu 2 ans, sinon plutôt que 3 ans pour faire l'expo. Ah. Ça, c'est Expo Radio. Ah, c'est cute. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ça c'est Air Canada Expo Air à Mirabel. Non. Hey, hein? Wow. Des choses de même. Wow. Choses de sécurité, madame. Oups. Officiel. OK, là? Oui. Hey, des choses. Fait que. Et où tu trouves ça? C'est tout Ah, en ligne? oui, ou, pas mal en ligne. oui, Pas mal hein? en ligne. Ah. Mais là, moi, ma collection, aussitôt que ça va être fini d'être photographié, ça, c'est toutes des épinglettes puis des
des bijoux finalement. Oui. Euh,